stato molto bravo Schneider che poi subisce fallo, ma c'è la norma del vantaggio. Eto'o trova Milito, vanno avanti i due attaccanti principi dell'Inter. Milito, una finta in area, ancora è il principe Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du hors-sujet, premier hors-sujet de la saison de podcast 2024-2025. On l'a fait sur cette fin d'année et on va être un petit peu plus cool, on va dire, sur cette fin d'année avec un podcast plus léger, plus fantasque. On va faire un 11 fantasy de Serie A donc de cette saison avec un joueur par équipe, pas plus pour composer notre 11 de Serie A. On va évidemment faire le 11 avec nos 9 remplaçants pour compléter l'équipe aux 20 clubs de Serie A, le coach qu'on choisit pour animer cette équipe et le 21e joueur qu'on prendra en Série B. Donc, pour les abonnés et pour ceux évidemment qui nous découvriraient, n'hésitez pas aussi à aller partager en commentaire votre 11 avec votre coach aussi pour que vous choisissez pour ce 11 fantasy. Ça sera un plaisir de le partager avec vous. Et pour le faire, j'ai Imran qui avait fait un podcast avec nous l'année dernière d'actualité Serie A. Comment ça va, Imran? Ça va et toi? Écoute, nickel. Ah ouais, bah en plus, là, je te mets à contribution sur un sujet un peu plus léger, parce que c'est vrai que l'année dernière, tu étais venu pour le podcast où on avait classé, on avait catégorisé les projets de Serie A, qui donc d'ailleurs, mine de rien, nécessiterait certainement une mise à jour au vu de certains projets, comment ils ont évolué dans le bon ou même dans le mauvais. Mais là, on se retrouve pour un podcast un peu plus léger, on dira. On va expliquer quand même, Imran, le principe comme ça, pour que les gens ne soient pas perdus en cours de podcast. Déjà, on va commencer un peu par l'interview que BP Marotta a donnée le 25 décembre à la Sky. J'ai relevé 3 déclarations sur lesquelles on va d'abord revenir. Et ensuite, une fois qu'on aura commenté ces déclarations, on passera au 11. On fera ligne par ligne, gardien, défenseur central, latéraux, milieu de terrain, ailier, meneur de jeu, on va un peu mettre ça dans le même panier, et le numéro 9, puis le coach. Les remplaçants, on les mettra juste comme ça pour expliquer plus pour combler l'effectif, et évidemment le joueur de série B pour terminer ce 11. On va commencer tout de suite du coup avec, hop, une fois pour les abonnés, je vais vous partager l'écran. Voilà, normalement vous devriez le voir pour les viewers. Donc on va commencer tout de suite avec l'interview de BP Marotta et la première déclaration. Lors de son passage à la Sky, il nous a dit « Je crois que si vous n'avez que 11 joueurs talentueux, vous ne gagnez aucune compétition. L'importance dans un sport d'équipe est de créer un mélange de jeunes et d'anciens, et nous avons créé un équilibre à cet égard. » Déjà, Imran, faut prendre un peu aussi le contexte de cette interview de BP Marotta. Donc voilà un peu l'interview j'ai envie de dire un peu traditionnel d'un grand dirigeant de club italien en fin d'année, où il a évoqué énormément de sujets, surtout évidemment concernant l'Inter, mais pas que. Et notamment, voilà, donc il y a eu ce sujet de ce mélange entre les jeunes et les anciens joueurs. Et justement, donc, on sait que Marotta aime pas juste construire des 11, mais surtout des effectifs plutôt fournis. Et c'était le but de faire ça. Donc, avec l'Inter de cette année, qui mine de rien a une profondeur de banc assez intéressante, et c'est ce que essaye de construire Marotta au fur et à mesure des années. Toi, voilà, sur cette déclaration du nouveau, du récent président de l'Inter, qu'est-ce que tu en penses sur cette déclaration? Alors, personnellement, j'ai pas bien compris cette déclaration, parce que personnellement, je trouve que l'Inter, c'est une équipe qui déjà a un 11 qui change assez peu en dehors des blessures. Ensuite, je trouve que c'est quand même un effectif, il me semble que c'est le plus âgé ou le deuxième plus âgé du championnat, en moyenne. Donc c'est vraiment une équipe d'expérience avec un 11 extrêmement stable et homogène, où tu n'as aucun joueur titulaire qui a en dessous de 25 ans. Il me semble que le plus jeune, c'est Thuram. On a vraiment une équipe, oui, d'expérience, ce qui n'est pas un mal. Hein. Ils gagnent, ça joue bien, etc. C'est compréhensible. Puis les jeunes,
Tu as le jeune Palacios qui montre de belles choses sur le très peu de temps qu'il joue. Buchanan, il a eu des pépins physiques, mais il joue pas. Aslani, il joue très peu et sur ce qu'il montre, c'est vraiment bof. Fratesi, c'est plus un jeune pour moi depuis le temps. Personnellement, je ne comprends pas cette déclaration, si ce n'est pour coller avec la vision de Oaktree, le nouveau fonds américain, qui veut, un peu comme ce qui se fait à Milan, miser sur la jeunesse et réussir à rajeunir l'effectif l'été prochain et d'ici 2 ans. Le mix, je ne vois pas où est-ce qu'il y a un mix perso. Du coup, c'est vraiment une équipe d'expérience. Il peut être avec des joueurs comme Bastoni, qui me semble. Bastoni, si je ne me trompe pas, c'est un 99 ou 2000, donc il doit avoir quelque chose comme 23 ans. Tu as un Bissek qui commence à s'imposer de plus en plus et qui est pas loin vraiment de devenir le titulaire, qui a encore une vingtaine d'années, un petit peu plus, je crois qu'il a 21-22 ans. Pardon, Euh, et, euh, et après, donc, ouais, il y a des joueurs pour moi qui sont pas imposés, mais mine de rien qui sont encore là. Tu disais justement Aslani ou Kanan aussi qui ressemble à ça, Palacios aussi, où tu vois Palacios, on sent vraiment que c'était pour moi, Palacios et Joseph Martinez, c'est les deux fois vraiment Oxley de cette fin de mercato, où je pense que sous la direction Zhang, ça aurait été peut-être de garder Aodero, de lever son option d'achat et de signer un Ricardo Rodriguez ou un Hermoso. Donc je pense déjà, on voit un peu ce mélange, mais je pense que là où il veut un système à rota, et je pense qu'il n'a pas tort sur ça, c'est que ce mélange de jeunes et d'anciens, il le dose en petite quantité au fur et à mesure des mercatos et de pas faire entre guillemets une révolution en se disant mercato prochain on fait partir 90% des vieux, plus de 30 ans et ensuite et là directement mais voilà on continue de garder ces plus de trentenaires et au fur et à mesure des fins de contrat et autres hop on le remplacera celui-là par un jeune joueur par un joueur aussi et puis surtout je pense aussi il y a deux types de jeunes aussi, Imran, avant qu'on passe à la prochaine déclaration qu'il faut dissocier. Il faut distinguer le jeune sans expérience et le jeune avec expérience. Oui. Là où typiquement un joueur qui a pour moi 2 ans de Serie A derrière lui, comme par exemple Samuel Ricci, c'est un joueur jeune, mais c'est un joueur qui a quand même déjà un bon petit background en Serie A, contrairement à un Yann Bissek qui, lui, C'est oui, ça. il avait quand même une petite expérience aussi Bissek. Contrairement, on va prendre un Pio Esposito, qui lui n'a par exemple pas connu encore vraiment la Serie A. Donc, il faut voir aussi dans quel style de joueur ils veulent aller. Si tu vas dans un Castro de Bologne, c'est pas la même chose que si tu vas sur un Pio Esposito de ton centre de formation. Donc, il faut voir, entre guillemets, comment on définit jeune. Et je pense que Marotta se situe plus dans la deuxième catégorie de joueurs qui ont 2 ans de Serie A, j'apporte quoi, 2 ans de Ligue 1, une année Oui, en Ligue des Champions. oui, je comprends. C'est pas non plus Empoli ou Sassuolo, quoi. Mais quand tu dis par exemple que Bastoni, on le considère comme un jeune, il est né en 1999 quand même, il a 25 ans. Pour moi, c'est plus un jeune, c'est un joueur confirmé. Ah oui, non, mais Bastoni, oui, on part sur un joueur confirmé là. Mais c'est un choix que tu avais fait en 2017. Donc c'était déjà dans cette politique de aussi amener cette touche de jeunesse que tu avais déjà entamée depuis 2017. Oui, c'est ça. Mais oui, pour moi, l'Inter, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un mix jeune-vieux. Mais pour moi, c'est une équipe qui sait cibler où est-ce qu'il faut un jeune joueur pour à la fois prendre la succession. Et je pense que c'est une stratégie gagnante et on va le voir. On va passer aussi à cette deuxième déclaration toujours de BP Marotta avec Octree. Il y a une collaboration quotidienne et positive dans la recherche de la durabilité. Et cette durabilité se fait avec des lignes directrices convenues que nous devons mettre en pratique. Composer une équipe avec des limites économiques en termes de salaire, avec une moyenne âge qui permet d'investir sur des jeunes joueurs, c'est ce que nous ferons au cours de la saison à venir afin de garantir cette compétitivité maximale grâce à des joueurs plus jeunes qu'aujourd'hui qui représentent la qualité. Là, c'est vraiment, entre guillemets, Imran, le style de mercato qui va changer à l'Inter sur les dernières années parce qu'on sait qu'il y avait cette volonté d'acheter des joueurs quand même de qualité avec un certain âge, notamment Souzang dans la première partie du mandat 2016-2019. 2007-2020, on va prendre Hakimi qui rentre dans ça. Ensuite, 2020, 2023, 2024, il y a eu cette politique de prendre de pas mal de joueurs libres, là où les Çalhanoğlu, les Mkhitaryan, les Dzeko et autres sont arrivés. Et là, on entame un peu la troisième phase de la période de mercato, Imran, avec justement
la possibilité cette fois-ci de réinvestir sans aller jusqu'à des Lukaku bis à 70 millions d'euros, mais de revenir sur des coûts à 15, 20, peut-être 30 millions d'euros, on va dire au maximum, mais avec des joueurs, comme on a dit, compétitifs, qui offrent aussi déjà un niveau, une fiabilité à l'instant présent, mais aussi avec une belle marge de progression pour se garantir, entre guillemets, une, une possible revente dans le futur. Et justement, avec cette moyenne d'âge qui va s'amoindrir, je pense, au fur et à mesure des saisons, là, Imran, en fait, toute la, je pense, future stratégie enfin, des prochains mercato sous Oxley et sous Marotta en tant que président est résumée dans cette déclaration. Oui, il montre un peu les nouveaux angles stratégiques de la nouvelle direction qui changent drastiquement de ce que prenait Zhang. Zhang qui, qu'on le veuille ou non, dirigeait l'Inter avec passion, c'est-à-dire qu'il n'hésitait pas à réinvestir, etc. Là, au Actri, ils sont là pour assainir, pour faire des plus-values d'une certaine manière, et pour, d'ici 2-3 ans, quand le chapitre du stade et les dettes seront réglées, sûrement revendre. Donc, ils ne s'inscrivent pas dans la durée. S'ils peuvent gagner des titres, c'est bien, mais eux, ils sont là avant tout pour créer un modèle sain. Et je pense que Marotta est paradoxalement la personne la plus à même de garantir ce projet, parce que c'est un manager d'expérience qui sait travailler avec ce qu'on lui donne, qui a aussi bien réussi avec des budgets faramineux qu'avec des mercato à 0 €. Et oui, je pense que cette collaboration quotidienne et positive, comme il le dit, ça rejoint un peu ce qu'on disait plus tôt, qu'il faut créer, qu'il y aura un changement de stratégie, pardon, et que ce qu'il dit quand il parle de mix entre jeunesse et expérience, c'est plus ce qui arrivera bientôt que ce qui est maintenant, et que cette interview, c'est un peu une promotion, entre guillemets, du modèle Oaktree pour l'annoncer. Après, sur comment Oaktree voit l'avenir, je pense qu'une vente non plus n'est pas au-delà de l'ordre du jour, même dans le moyen terme, parce que notamment pour moi, s'ils étaient vraiment dans la volonté de vraiment réduire Echo à tout prix, Lautaro Martinez n'aurait jamais prolongé pour moi à 9 millions et demi, qui a un salaire très 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 haut quand même pour un joueur de Serie A. C'est pas, Donc, et tu vois, je pense pas qu'ils sont dans le il y a, entre guillemets, pour reprendre l'expression d'un groupe d'humoristes célèbres, il y a le bon investisseur et le mauvais investisseur. Là, Oaktree, mine de rien, donne beaucoup, voire presque que des signes positifs depuis son arrivée. Et faut voir après comment le mercato 2025, ce sera vraiment leur mercato, comment il va se dérouler. Mais pour moi, la prolongation de Lautaro Martinez en dit beaucoup, parce que donner 9 millions et demi, alors certes, pour l'un des meilleurs, le meilleur joueur du championnat la saison passée, l'un des meilleurs joueurs de Serie A, sur les dernières années, même pour ce statut-là, 9 millions et demi pour un fonds, entre guillemets, qui voudrait vraiment assainir, ils en auraient peut-être profité pour en tirer peut-être un bon billet. Donc je pense pas, entre guillemets, que c'est assainir à tout prix, c'est assainir, mais sans bousiller la compétitivité de l'équipe. C'est assainir tout en gardant des objectifs élevés. Ouais, je pense que c'est plus dans ce cadre-là. Et Lautaro, quand tu prolonges ton capitaine et un mec à 25 buts. Donc cet investissement, c'est pas un investissement risqué, entre guillemets. C'est un investissement pour suivre une certaine continuité. Parce que, ok, tu le prolonges pas et tu le vends. Imaginons, déjà, à qui tu vas le vendre. Ensuite, à qui tu vas le vendre à bon prix, surtout, je veux dire, hein, parce que c'est quand même un profil assez particulier, Lautaro. Ensuite, tu le remplaces par qui? Parce que, à moins que tu veuilles, entre guillemets, downgrade et risquer, pas risquer non plus le top 4, mais risquer d'être compétitif pour le Scudetto, qui est-ce que tu vas chercher, si ce n'est pour faire un investissement encore plus gros que lui donner 9 millions. Donc pour moi, c'est un choix rationnel et qui s'inscrit dans cette politique d'assainissement que de le prolonger parce qu'il n'est pas vieux. Et ensuite, à 9 millions et demi, vu le salaire qu'il prenait avant, c'est pas faible comme augmentation, mais c'est relatif, quoi. Il a pris quand même plus de 3 millions d'euros. C'était le plus gros salaire avec 6,5 millions, à monter à 9 millions et demi, on va dire, si on fait la moyenne entre les 9-10 millions qu'on a entendus des deux côtés. 9 millions et demi,
c'est pas autant qu'un Vlahovic, mais déjà Vlahovic, la Juve déjà aimerait diminuer son salaire, donc 9 millions et demi, là tu touches dans le 0,001% du championnat, et surtout on est même, si tu regardes les gros salaires qui sont donnés dans les gros clubs européens, mine de rien, on est sur un beau salaire d'un grand titulaire. La Ligue des Champions est-elle un objectif? On a demandé à BP Marotta, je crois que nous devons nous donner les moyens d'y être. Ensuite, on gagne ou on perd, cela dépend de l'adversaire. Ce n'est pas un signe d'arrogance, mais d'ambition sportive. Dans le sport, il faut être ambitieux, sinon on ne gagne pas. Et quand certains de mes collègues de grands clubs disent nous devons être dans les 4 premiers, je ne suis pas d'accord. Il faut avoir le culot d'avoir des objectifs peut-être fous, mais il faut y croire. Alors, sans faire le débat, est-ce que l'Inter peut gagner avec des champions, ça nous prendrait trop de temps. Moi, c'est surtout la deuxième partie de la déclaration qui m'intéresse le plus, où c'est vrai que euh, on a eu pas mal de déclarations de directeurs sportifs sur les dernières années, d'équipes diverses. Hein. Franchement, là, il n'y a même pas une cible, je pense, particulière euh, Non, mais sur cette équipe. oui, pas une cible particulière, mais moi, ça me fait penser toujours aux deux mêmes équipes. Dis-moi. Bah, la Juve et Milan. Pas de- Je rajouterais même potentiellement le Napoli dans cette. Moi, justement, je ne les rajoute pas parce que, ok, peut-être que l'objectif la saison dernière, c'était le top 4, mais avec Conte, je doute que l'objectif affiché en haut, ce soit le top 4. Ouais, en fait, je pense que c'est pour ça qu'il faut prendre, je pense, ces déclarations sur les 4-5 dernières années. Évidemment, je pense que la Juve et le Milan sont les principaux, mais moi, le Napoli, je pense, est aussi dans cette phrase où normalement le Napoli doit se battre pour d'autres objectifs que le top 4. L'Atalanta, je pense, bientôt ne pourra plus aussi afficher ce genre de déclaration où juste les 4 premiers devraient se faire, pas pour le moment, mais si le projet continue de grandir, je pense que Pour moi, il pourrait être concerné par cette ils le déclaration. sont déjà. Pour moi, ils le sont déjà. Parce que t'es champion, tu gagnes l'Europa League, t'es l'équipe qui pratique peut-être le plus beau jeu du championnat. Tu as un effectif, chaque année tu vends pour des dizaines, voire des centaines de millions. Je veux dire, tu as le budget, tu as l'effectif, tu as l'entraîneur, tu as les structures. Sachant qu'en plus, tu as ton nouveau stade, tu as les structures, tu as absolument tout pour gagner le championnat. Donc pour moi, c'est vraiment du politiquement correct que de dire on finit top 4, un peu pour se dire, ouais, si ça va, si à un moment il y a une période de creux et qu'on finit 5e, On n'aura pas été loin de l'objectif. ouais. Mais c'est vrai que pour finir sur cette déclaration, on passe sur 11 Fantasy, Imran, c'est vrai qu'en Serie A, il y a, sans vouloir passer évidemment, comme le dit Marotta, pour de l'arrogance, mais de l'ambition sportive avec justement cet objectif Ligue des Champions qui est partagé au club. Hein. On a demandé à pas mal de joueurs entre un nouveau le 21e Scudetto ou Ligue des Champions. Alors évidemment, il y a ceux qui font un peu la réponse démagogique, les deux, mais il y en a beaucoup qui te disent si vraiment il faut choisir, on prend évidemment une Ligue des Champions plutôt qu'un 21e championnat. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc en Serie A où, mine de rien, pour affirmer que non, nous, on veut pas que le top 4, on veut aller chercher justement un Scudetto, même justement chez ces gros-là, il y a toujours le mot rationalité économique qui revient, il y a toujours certains mots qui reviennent tout le temps, et surtout, Imran, moi, je pense que la rationalité économique, je pense, n'est pas forcément en contradiction avec avoir des ambitions, notamment on l'a vu dans la déclaration juste précédente. Donc, qu'est-ce que tu en penses toi, un peu sur cette deuxième partie, enfin, sur la déclat globale de Marotta J'en sur cette pense troisième et même notamment cette deuxième partie? J'en pense qu'il a parlé sans langue de bois et que c'est ce qui s'affiche en interne dans tous les clubs, mais pas dans la com. Lui, il a choisi d'être honnête et on peut que le saluer. Sachant qu'en plus, après, il se sait aussi en position de force avec l'Inter, hein, donc c'est plus facile de dire ça. Mais oui, il y a une espèce d'omerta devant les médias de ne pas se dire on ne peut pas gagner le Scudetto tout de suite, on est en reconstruction, etc. Bon, je veux bien que tu sois en reconstruction quand tu es le Napoli ou la Juve, hein, même si pour moi la Juve, si tu enlèves les blessés, il y a l'effectif pour aller prendre le Scudetto. Après, tu as d'autres clubs comme Milan qui, tu ne sais pas s'ils te parlent de foot ou si c'est une conférence du Nasdaq. Hein. On parle de top 4 et de billetterie. Comme si c'était. En plus, c'est pour s'adresser aux fans qui disent ça, donc c'est encore pire. C'est pas comme s'ils parlaient devant une assemblée ou quoi. Là, les mecs te disent
on est dans nos objectifs, on a fait top 4. C'est une réussite. Et en plus, on était dans le positif. Je trouve que dans nos analyses en tant que supporter de différentes équipes, moi le premier d'ailleurs, mais même j'ai remarqué ça dans beaucoup d'analyses quand on parle entre supporters ou même quand on parle entre Oui, des analyses. supporters de club, on prend l'aspect économique de plus en plus dans nos analyses. D'ailleurs, Ça, c'est bien. on prend pas que, oui, il a pas gagné, tout ça. On prend l'aspect économique. Comme toi, je trouve que c'est une bonne chose. Après, je trouve que c'est quand même une sociologie pas type, mais plus répandue en Serie A, parce que les fans de PL, en général, l'aspect économique, c'est... Oui, ils peuvent se le permettre, on dira. On va passer du coup au 11 fantasy, donc on va alterner. Je te laisse du coup ouvrir le bal, Imran. On va donner la composition d'équipe. Dans quelle composition d'équipe ton équipe va évoluer? Alors, j'ai été un peu original. On va partir en 4-3-1-2. Vous verrez pourquoi, parce que c'est un lien avec l'entraîneur. J'ai essayé d'être cohérent. Okay. Je te laisse donner ton gardien de but et ensuite j'enchaînerai en donnant ma composition d'équipe, puis mon gardien de but. Qui as-tu choisi? Il y avait du choix, parce que c'est un championnat où je pense qu'il y a le plus de gardiens de haut niveau. Déjà, tous ceux sur la petite liste, là, auraient pu y être, à part Milinkovic-Savic, mais bon. Et du coup, j'ai quand même envie de garder les joueurs des gros clubs pour les joueurs de champ. Donc, du coup, j'ai mis De Réa. Parce que pour moi, tu vas chercher un gardien qui a sa cote au plus bas, qui sort d'un an sans jouer, et le mec arrive pour détrôner Terracciano, qui était quand même devenu un taulier entre guillemets sous Italiano. Et il arrive, et il suffit d'une petite blessure, d'un pépin physique pour qu'il le saute définitivement. Moi, j'ai en tête son match contre Milan où il a dégoûté Abraham. C'était quand même assez fou. Et il a retrouvé tout son niveau, donc juste pour ça, je le mets. Très bien. Donc, De Gea en gardien de but. Alors moi, du coup, je suis parti sur un 3-5-2 et évidemment, du coup, ça va aller avec l'entraîneur que je prends. Mais je suis parti sur quand même un gardien aussi d'un gros club parce que il faut le garder quand même une certaine stabilité derrière. Et je suis donc parti sur Ivan Provedel de la Lazio, qui est un gardien référencé en Serie A, qui avait fait des très bonnes choses à la Spezia, puis qui aussi a fait des très bonnes choses à la Lazio, notamment quand la Lazio a fini deuxième de Serie A. Je trouve que c'est un gardien plutôt fiable, qui en globalité est plutôt décisif aussi pour la Lazio, qui aussi fait une bonne saison avec la Lazio sous Baroni, qui avait fait aussi le travail sous Maurizio Sarri. Donc je me réserve encore évidemment les joueurs des gros clubs pour d'autres postes plus clés, mais je trouve que Provedel est un gardien fiable dans ce système. On va passer du coup désormais aux défenseurs centraux. Donc je vais commencer avec ma paire A3 et ensuite je te laisserai donner la paire du coup de deux centraux, Imran. Sur la paire A3, donc sur mon 3-5-2, j'ai pris Stéphane Posch, central droit, Buongiorno en libéraux, et sur le poste de central gauche, même s'il y a joué un petit peu moins, j'ai pris Saúl Coco du Torino. Alors je ne vais pas évidemment tous les expliquer tous en détail, mais je vais essayer de faire global. Déjà Posch, je pense, même s'il joue latéral droit, il a déjà dépanné en défense centrale, et je pense que ce poste de central qui se projette et qui peut dédoubler peut lui convenir à merveille pour assurer en même temps un équilibre défensif et en même temps une projection. Sur la qualité, c'est ça, sur la qualité technique, je pense que je suis plutôt serein aussi à la relance parce qu'on est sur un joueur très fiable techniquement. Buongiorno, je pense qu'il a totalement l'étoffe du coup d'un futur leader, de patron de défense. Il le fait déjà évidemment avec la Nazionale, il le fait aussi très bien au Napoli malgré cette blessure récente. Et Saúl Coco, parce que j'avais pas envie de gâcher toutes mes chances aussi dans les postes plus avancés, donc il me fallait quand même quelqu'un fiable, mais qui avait fait aussi un bon début de saison. Moi, j'aime beaucoup ce profil déjà à Las Palmas, qui est un bon joueur de Liga à Las Palmas, et qui du coup arrive au Torino et qui est un peu dans la continuité de ses prédécesseurs, même si à un niveau moins élevé. On n'est pas encore sur du niveau de Bremer 2022, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je pense que sur ce poste gauche, il peut dépanner. Et au pire, on peut toujours inverser Buongiorno et Saúl Coco, qui a ce profil plus agressif. Donc, je pense que j'ai des profils plutôt complets sur cette ligne de 3. Si tu veux réagir aussi, Imran, si mon choix peut-être est horrible, hein, tu as le droit.
Non, à part le choix de Coco qui est assez étonnant, je trouve que c'est un choix plutôt cohérent, surtout la présence de Beukema en central droit, parce que pour moi, ça n'a jamais été vraiment un latéral à proprement parler. C'est vraiment un joueur de défense à 3, un peu comme Calafiori sous la saison dernière. Je vais lancer ma charnière centrale. Alors, il y a j'ai mis aussi Buongiorno, comme toi, mais j'ai surtout mis Goglichidze d'Empoli. Alors pour moi, Je trouve intéressant. c'est un peu ma révélation à ce poste-là en Serie A cette saison. Il affiche une confiance et une maturité assez extraordinaire, alors que le mec, à la base, il vient vraiment du championnat géorgien. c'est un peu comme Kvaratskhelia qui tout de suite arrive et qui est un peu comme lui un symbole de cette génération géorgienne qui commence à émerger en Europe. Pour moi, il est déjà assez complet, assez mature et très fin techniquement, surtout dans un Empoli qui a un peu de mal depuis 2 saisons. C'est quand même fou de s'imposer comme ça. Après, c'est un club qui fait jouer les jeunes et qui les met en bonnes conditions, donc ça aide. Lui-même, je pense qu'il a un gros potentiel. Et sinon, Buongiorno, classique, un peu comme toi, quoi. Plus en change Buongiorno, je pense que c'est, vu les autres postes, comment on va les remplir, je pense que le défenseur qui s'imposait de tous, c'était bien Buongiorno. Et oui, pour ceux au cas où qui se demandent déjà, il y a bien 2 fois Isaacien, par erreur de ma part, où normalement c'était un autre joueur qui devait prendre sa place, mais j'ai j'ai eu un petit oubli sur cela. Du coup, Imran, pour ton 4.2, qui va animer les côtés qui sont tes latéraux? Les latéraux, c'est Dorgo à gauche, classique, et à droite, Cambiasso. Tu peux jouer des deux côtés, donc j'ai décidé de Cambiasso, parce que je trouve que les latéraux droits cette saison en Serie A, c'est pas ça non plus. J'allais pas mettre Darmian ou Emerson Royal. Déjà, Cambiasso, pour moi, c'est le meilleur joueur de la Juve cette saison, avec Kalou. C'est vraiment un latéral très fiable qui peut jouer aussi bien piston que dans une défense à 4. Il est assez complet, même si défensivement, il y a quelques errances. Et cette saison, c'est vraiment la saison de l'explosion après la bonne saison qu'il a fait hier. Et oui, si même le Real Madrid, bon, je sais, je connais pas la fiabilité de la source, mais si même le Real Madrid l'a mis sur sa liste de latéraux, c'est que il y a quelque chose de spécial quand même. Ensuite, pour ce qui est de Dorgu, c'est pareil, c'est la saison d'explosion, même si les amateurs de Serie A le connaissent déjà. C'est vraiment un joueur qui, même dans une équipe de Lecce adepte du 5-4-1, va être plutôt, va pas hésiter à se projeter, à dribbler, à dédoubler, à re-rentrer dans l'axe. Pour moi, c'est vraiment Théo Hernandez, mais en plus jeune et en plus vif. Et on partage justement un joueur en commun, donc le deuxième joueur en commun qu'on partage dans nos équipes. Moi, sur mes pistons, donc il me fallait des pistons ultra actifs pour animer les côtés. Et j'ai évidemment pris Dorgu de Lecce pour animer le côté gauche. Et sur le côté droit, j'ai fait un choix différent. Parce que moi, je trouve qu'il fait une vraie bonne saison et que c'est un vrai bon joueur. J'ai mis notre ami brésilien Dodo de la Fiorentina qui est justement sur ce mur pour animer ce côté droit. Alors c'est vrai que mine de rien, il est déjà bien concurrencé à la Fiorentina avec Kayode. J'hésitais potentiellement avec Kayode pour jouer sur un aspect un peu plus défensif, mais vu qu'on va dire sur la défense à 3, j'ai quand même des défenseurs plutôt fiables, tu dis on va quand même se risquer à un jeu un peu plus offensif avec Dodo. Et voilà, on est sur 2 latéraux qui n'hésiteront pas à déborder et à répéter les efforts pendant 90 minutes, deux athlètes aussi de haut niveau, 2 fusées aussi qui partent sur les côtés. Donc dans un jeu très direct de transition, ça sera parfait. Et justement, Dorgu, t'en parlais aussi, un joueur qui a joué latéral, piston, mais aussi milieu gauche, ailier gauche et même ailier droit à certains moments où c'était un latéral gauche qui rentrait un peu qui gauche. Ça me fait penser un peu comme ce qu'avait tenté sur certains matchs Genesio avec Michel Baker actuellement à Lille, où il jouait carrément ailier droit, milieu droit sur le côté avec cet aspect rentrant. Donc c'est vrai que Dorgu, je je mens pas que j'ai un peu peur que ça nous fasse un peu Udogie cette histoire. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas tellement qu'il va rester en Italie au mercato 2025, même Pour moi, si il y a pas mal de clubs qui devraient aller le chercher.
Mais après, selon moi, moi aussi je dois pas rester en Italie, parce que à gauche c'est bien fourni. Enfin, l'Inter a Di Marco, l'Atalanta a Ruggieri. À part au Napoli, où c'est un peu la crise, mais bon, ils vont encore recruter Biraghi, donc ils vont les entasser les latéraux moyens. Mais à part, du coup, je le vois vraiment que à Milan si Hernandez part, mais sinon, lui, ce sera la PL ou la Bundesliga. Malheureusement. Surtout que c'est un joueur qui je pense, peut rester titulaire dans beaucoup d'équipes. Ouais. On va continuer du coup cette liste avec les milieux de terrain. Donc toi, du coup, on en a tous les deux trois, donc ça sera parfait. Je vais commencer en donnant mon trio au milieu de terrain. Vu que là, on se rapproche des derniers postes, est-ce que sur le mur qui est ici, est-ce que tu penses que quel joueur j'aurais pu mettre dans mon 11? Comme ça, on se fera des petites devinettes pour les prochains postes à partir du milieu de terrain, Imran. Pour moi, Quel milieu de terrain j'ai sélectionné? En sachant que ceux que j'ai sélectionnés ne sont pas tous forcément sur ce milieu. oui. Alors, pour moi, tu as pris Ederson, Akan ou Reinders. Un des trois. J'ai fait un milieu de terrain Hakan Çalhanoğlu, Tijani Reinders, et au milieu de terrain, comme j'ai dit, il n'est pas sur ce mur parce que pour moi, c'est un milieu qui peut faire hybride 8-10. J'ai pris Lorenzo Pellegrini de la Roma pour la jouer plutôt offensif. Là, cette Mais fois-ci, on est allé très offensif. Pour dire honnêtement, de base, j'étais parti sur Ederson pour un peu équilibrer ce milieu de terrain, mais j'ai besoin d'un joueur de l'Atalanta à d'autres postes. Donc, donc j'ai décidé de squeezer Ederson, et puis il me fallait évidemment que je mette un joueur de l'Inter. J'hésitais entre Di Marco et Çalhanoğlu, et vu que j'ai eu la porte ouverte avec Dorgu, eh ben, c'est le Turc évidemment qui prendra ce poste. Reinders aussi pour la capacité de projection et la qualité technique. Et j'ai comme ça avec Pellegrini, j'ai un peu ce milieu qui en même temps peut jouer 8, qui en même temps fait des efforts défensifs, mais qui peut jouer plus haut pour former par moment un 3-4-2-1. Qu'est-ce que tu en penses de ce milieu de terrain? Bon, très technique en tout cas, c'est très Imran, technique, ça manque un peu de muscle. mais Hein. Quand peut-être. tu vas jouer au dîner, c'est un peu compliqué. Mais sinon, Tu peux compter sur l'agressivité d'un Çalhanoğlu au moins. oui. Mais bon, l'agressivité, quand tu as un petit, pas un petit gabarit, mais quand en face, tu as un milieu de terrain où ça culmine à 1m90, c'est bien gentil, mais voilà. Mais sinon, oui, c'est un milieu de terrain très kiffant, en tout cas. Alors, moi, j'ai fait un milieu de terrain Rovella, Fofana, Ricci. Pour moi, on parle beaucoup de Reinders, on ne parle pas assez de Fofana, qui est vraiment arrivé sur la pointe des pieds, en mode, ouais, mais c'est un bourrin, c'est je ne sais pas quoi. Alors que le mec te fait des... Je ne sais pas si tu regardes un peu Milan, mais il te fait des J'ai passes vu la passe laser, décisive sur Reinders. des passes laser, le mec, que ce soit sur Leao ou Reinders. C'est incroyable. Techniquement, il est vraiment bon. C'est un milieu extrêmement complet, box-to-box. À moindre mesure, il me rappelle un peu Yaya Touré. Pour moi, il a totalement sa place ici. Hein. Surtout vu du bashing à son arrivée. Et, sans faire de politique, je pense qu'il y avait un peu de sous-entendu derrière. Hein. Le joueur d'Île-de-France un peu bête, avec les pieds carrés. Enfin, ce cliché. Et il a aussi un peu pâti de sa mauvaise réputation à cause du jeu dégueulasse de son entraîneur en équipe nationale, qui utilise vraiment comme un pitbull sans profiter vraiment de ses qualités techniques. Qui, depuis qu'il les a révélées, ne le sélectionne plus. Ce qui est assez étrange. Mais oui, pour moi, c'est un milieu. J'ai choisi de faire un milieu vraiment de contrôle avec deux artistes comme Rovella Ricci et derrière un joueur plus solide pour faire le nettoyage, qui peuvent, par leur qualité de passe à tous les trois, lancer un Dorgu ou un Cambiasso qui se projette, ou même un des trois attaquants de devant. Tu as pris trois joueurs quand même qui actuellement dans leur club jouent quand même le rôle de sentinelle basse et de numéro 6 avec un Rovella qui est quand même plus bas qu'un Guendouzi, un Fofana qui est un peu plus bas que Reinders et même évidemment et même encore plus évidemment un Ricci qui est plus bas qu'un Ilic ou même qu'un Vlasic. Ouais, j'ai choisi ça parce que justement, devant, avec les latéraux et les trois de devant, ça se projette énormément. Donc plus pour assurer un contrôle à la perte du ballon. Et paradoxalement, je mets Fofana un peu plus haut que les deux autres parce qu'il a cette capacité physique de chien de garde à aller chercher vraiment les ballons dans les pieds en 4 contre. On va passer du coup aux ailiers meneurs de jeu. Donc toi du coup c'est ton numéro, c'est ça, c'est ton meneur de jeu. Et du coup,
C'est ça. Et du coup, on en aura un chacun, puisque bon, moi j'ai un 3-5-2, mais on va dire ça peut être aussi un 3-5-1-1, si on peut appeler ça 3-4-1. aussi comme ça. Donc, je vais essayer déjà de deviner. Donc, normalement, si je me souviens bien de ton équipe, tu n'as pas encore mis de joueur de l'Atalanta. Exactement. Je n'ai pas encore mis de joueur de l'Atalanta non plus. On a le même, voilà. Donc, et donc j'imagine que pour. Après, là, ça laisse deux choix. Ça peut te laisser. Mais bon, vu que là, j'ai vu que toi, c'est un 4-3-1-2, donc il faut un milieu un peu plus créatif. Et vu que moi aussi, il me faut un milieu un peu, enfin, un attaquant un peu plus créatif pour fournir mon attaquant, j'imagine, Imran, que comme moi, tu es parti sur le Prince de Belgique. J'avais pris parce qu'il fait une saison absolument énorme, que ce soit statistiquement ou dans le jeu. Les mauvaises langues parleront de la pharmacie à Gasperini, mais on est obligé de saluer la résurrection parce qu'il a retrouvé son niveau de Bruges et qu'il est encore plus technique, encore plus mature qu'avant. Pour moi, il avait pas il avait vraiment pas le mental, il l'a toujours pas, pour porter le mode Milan. C'était vraiment une erreur de casting, que ce soit techniquement, que ce soit tactiquement ou mentalement. Il était vraiment pas fait pour jouer là-bas. Ça veut pas dire que c'est un mauvais joueur, et on le voit. La saison qu'il nous fait, la saison dernière, où il est totalement sur la même continuité, pour moi, c'est un choix logique dans mon dispositif, quoi. En plus, il peut jouer 8,5. Donc ça équilibre un peu le terrain, etc. J'ai choisi pour les mêmes raisons. Je voulais avoir un joueur qui sache marquer des buts quand même dans ce rôle de 9,5, mais un joueur aussi qui peut continuer à servir des caviars à mon numéro 9 que je donnerai après. Et surtout, c'est un joueur qui est grand par la taille, donc il peut aussi réceptionner les centres de Dodo et de Dorgu. Donc il continue, il est toujours dans cette lignée de rechercher un joueur avec une qualité technique supérieure, comme 90%, enfin, comme tout le monde d'ailleurs, mine de rien, où on est sur des joueurs très fins techniquement pour garder cette ligne directrice. Et quand je pensais à mettre un joueur derrière l'attaquant, même en regardant les gros clubs et par exemple sur la liste qui est déjà là, pour moi, c'est vraiment le profil qui correspondait le plus pour être complémentaire de cette attaque. Donc je pense que De Ketelaar, dans beaucoup de 11 fantasy de un joueur par club, je pense qu'il serait quand même dans pas mal de 11, Imran. Et si c'est pas lui, c'est Lookman, on est lié ou en faute C'est de ça. C'est ça. Mais Lookman qui, entre guillemets, peut avoir cette triche de jouer aussi à côté de l'attaquant. l'attaquant. Et du coup, Imran, vu que tu as deux attaquants, on va essayer de deviner aussi. Alors, normalement, si je me trompe pas encore, mais si ma mémoire est bonne, tu n'avais pas encore mis de joueur de l'Inter, à moins que tu en aies Exactement. déjà mis un. Non, je n'ai pas vu. Euh, et sur le deuxième gros club, donc tu avais pris le Milan, tu avais pris l'Atalanta, tu as pris la Lazio, tu n'as pas encore pris la Roma aussi. Donc, en attaque, j'imagine que si je dois me imaginer un duo d'attaque, est-ce qu'on serait. Alors là, j'ai vraiment totalement au pif. Est-ce qu'on serait sur un Dybala Marcus Thuram ou je me trompe totalement? Tu te trompes qu'à moitié. C'est Marcus Thuram. Et pour l'accompagner, c'est Castro de Bologne. C'est trop de Bologne. Très intéressant. Le mini Lautaro, si on peut appeler ça comme ça. Exactement. Parce que c'est complémentaire et qu'il fait une très grosse saison. Je pense que Mhm. ça match bien entre les deux. Thuram, plus pas besoin de le présenter. En plus, en termes de projection, on fait rarement mieux. Enfin, je veux dire, c'est un tank, le mec. Et Castro qui tourne autour de lui et qui n'a pas et qui, quand il met la tête, Castro, le ballon ne part pas en arrière comme quelqu'un d'autre. Je pense que ça peut être plutôt intéressant. Ouais, mais profil très complémentaire parce qu'en fait, c'est un peu recréer un Thuram Lautaro avec un joueur pour le moment moins expérimenté que Lautaro, mais toujours dans le même profil. Donc ça permet aussi de garder toujours et d'être bien fourni en ballon, notamment avec tes trois milieux, ton numéro 10, et même sur les côtés où tu as deux joueurs qui sont pas gauche de la tête, même si Thuram, on l'a moins vu, entre guillemets, évidemment, sur le jeu de tête. Mais en tout cas, c'est une équipe des plus cohérentes et justifier ce choix-là de Dusan Vlahovic. Moi, je pense qu'il y a, même si voilà, tout n'est pas rose, en tout cas sur ce début de saison pour Vlahovic, mais je pense que avec le coach que je prendrai par la suite, il y a vraiment moyen de lui permettre de retrouver cette capacité d'être décisif, surtout de le mettre proche du but et dans des situations favorables, parce que être fourni par Çalhanoğlu, Pellegrini,
Reinders, De Ketelaar et sur les côtés Di Marco, Dorgu et Dodo. Là, vraiment, si tu n'arrives pas à marquer au moins un 15-20 buts par saison en Serie A avec ces joueurs-là pour te servir, là, on envisagera un départ et on remplacera par un autre attaquant. Mais moi, Vlahovic, je continue à croire en ses qualités. Je pense que c'est vraiment un buteur racé qui peut vraiment terminer en Serie A à 20, 25, vraiment potentiellement 30 buts par saison. Le mental ne suit pas toujours, ou des fois, c'est vrai qu'il y a des choses qui m'exaspèrent chez lui, mais moi je pense vraiment que c'est un attaquant fait pour un grand club comme la Juventus, comme l'Inter, comme le Milan. Il y a des choses qui sont de sa responsabilité et qui doivent changer, notamment c'est vrai sur l'aspect mental. Mais je trouve aussi que, et notamment sous Allegri, même si sous Motta ça change un peu, qu'il n'a pas toujours été servi dans les meilleures conditions, notamment sous Allegri, où le faire jouer à 50 mètres dans son but, c'était pas tellement lui rendre service, mais dans la surface, je suis sûr que Vlahovic me plante minimum 20 buts par saison, et je suis gentil quand je dis 20. Ouais. Pour moi, c'est le 9 ultime, mais il a été nerfé par son mental. Tu sens encore quand même ce truc où il a encore quelque chose à donner, mais il manque que peu pour nous le donner. En fait, c'est paradoxal. J'ai l'impression d'un côté qu'il a vraiment quelque chose à donner, mais qu'il n'a pas faim. C'est comme si la Juve, c'était... Il se dit que... Je pense que c'est aussi le manque de concurrence, parce que sa concurrence, c'est Milik sur une jambe. Donc, il est vraiment en mode, c'est ma zone de confort. Quoi que je fasse, je vais jouer. Je peux me permettre d'être bon un match sur deux. Et je pense que si vraiment tu lui ramènes... En plus, ils disent il alterne entre numéro 10 et ailier gauche. Ça faudra expliquer. Donc, vraiment, le mec se dit je suis intouchable, quoi. Et du coup, il est autant imbuvable dans les négociations pour son salaire qu'imbuvable un match sur deux sur le terrain. Pour moi, il faudrait une concurrence, et là, on trouverait le vrai. Mais encore pas besoin d'une concurrence, pas besoin de lui ramener Kolo Muani ou Zirkzee pour je sais pas combien. Hein. Même un Lorenzo Luca à 10 millions en concurrence, je pense qu'il se bougerait le cul. Il y a plein de pistes plus abordables aussi pour la Juve, au moins mettre un gars que. Parce que Motta, je pense, si tu lui ramènes un joueur de qualité, imaginons, prendre l'exemple de Castro, bon, même si Castro coûterait quand même un peu cher, mais même un mec comme Castro, Motta, il n'hésiterait pas à le faire jouer si les performances de Castro vont pour lui. Mais c'est vrai que Vlahovic, il faut cette motivation. T'as pas l'impression que c'est une motivation qui vient tout seul. C'est vraiment quelque chose de mental, Vlahovic. Il y a tout dans les pieds, il a le physique, il a les qualités pour. C'est pour moi une question de déclic mental mais pour moi, franchement, quand il aura ce déclic mental, est-ce qu'il sera à la Juve ou pas, ça je ne peux pas le dire. Mais quand il aura ce déclic mental, c'est un attaquant qui, le championnat où il ira, il plantera des 15, 20 buts, 25 buts par saison et sera l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Après, peut-être qu'il ne le sera jamais, ça sera un éternel espoir, une éternelle promesse. Mais moi, je pense encore que Vlahovic, c'est pas ce qui nous montre maintenant, c'est pas son maximum, Oui. c'est pas son maximum, loin de là. Après, pour moi, c'est vraiment un joueur qui doit jouer qui doit jouer en Bundesliga. Personne pour l'après Harry Kane, pour moi, c'est ce qui me semble le plus logique, parce que c'est un buteur qui, même s'il est très bon devant le but, il a quand même besoin de 2-3 grosses occasions pour finir. Donc, pour moi, un champion dans la Bundesliga qui va vraiment de droite à gauche, comme ça pourrait lui aller parfaitement. Et pour moi, c'est là où il a planté ses 25-30 buts par saison. Ou même un FC Barcelone d'Hansi Flick où les occasions, t'en as pas mal. C'est un coach comme Hansi Flick, c'est le genre de coach qui pourrait lui suivre parfaitement, surtout dans ce côté rigide dans le caractère, Oui. mais un mec qui te fait bosser. Mais justement, c'est là où pour moi ça peut ne pas marcher avec Hansi Flick, parce que Hansi Flick, c'est un coach qui a des idées très arrêtées, mais aussi un grand sens tactique, on ne s'en rend pas compte. Et pour moi, Vlahovic, autant mentalement il n'est pas au niveau, autant intellectuellement en général, je pense qu'il n'est pas. Je pense que c'est un joueur d'instinct, plus qu'un joueur. Pas comme Lewandowski, un joueur qui va se placer parfaitement. Pour moi, c'est vraiment un joueur d'instinct qui, sur une touche de balle, va te contrôler le ballon, on ne sait pas comment, et te la mettre au fond des filets. Avant de nous donner ta compo totalement, Imran, il nous reste les remplaçants aussi à faire. Je te laisse d'abord donner ta liste de remplaçants. Ils sont alors normalement, si on en a mis 8, qui sont les 8 joueurs
ou les 9, je 9. n'ai pas compté, les 9 joueurs, pardon, que tu as pris pour, euh, pour remplaçant. Mes 9 remplaçants, pour savoir, c'est déjà Manu Koné pour la Roma, pardon. Vraiment la révélation du côté de Rome cette saison, et une des rares satisfactions en général. Ensuite, j'ai mis Denis Mann de Parme, parce que, mine de rien, en tant qu'ailier, un ailier qui vient du championnat, si je ne dis pas de bêtises, du championnat roumain, qui arrive à Parme, qui participe à la reconstruction du club en Série B, et qui s'impose de suite en Série A, avec déjà 4 buts, peut-être pas décisives, hein, c'est à noter, parce que peut finir à, peut-être, s'il est bon, à 20 GA, ce qui serait quand même exceptionnel pour un joueur de Parme. Pour moi, c'est vraiment le joueur surprise de cette équipe et il mérite d'être là. J'ai mis pour Venezia Oristagno, le joueur qui est prêté avec option d'achat, il me semble, par Inter. Oui, c'est avec option d'achat. Pour Monza, j'ai mis Bondo. Bondo aussi, très bon milieu de terrain d'ailleurs, qui je pense va pas s'éterniser à Monza. J'ai vu des rumeurs comme quoi Milan est sur lui. Pour Cagliari, alors Cagliari, c'est dur de trouver quelqu'un individuellement, tellement cette équipe, gros respect pour ce club, hein, qui se bat pour sa survie, mais tellement individuellement, je trouve que c'est fade. Cagliari, j'ai mis Irimina, qui est malade mental. Ah, Ensuite, bah, Cagliari, bon, je donnerai après. J'ai un très bon joueur, un bon joueur de Cagliari qui, je pense, pourrait finir dans un club comme la Fiorentina ou le Torino. Matteo Prati. Euh, je vais le donner juste après, mais je pense que c'est l'un des rares joueurs qui a une valeur marchande pour Cagliari et qui est plutôt pas mal. Je te laisse continuer. Je pense qu'on pense au même. Pour Vérone, j'ai mis Belayan. Belayan, la petite révélation. Pour moi, c'est un Ben Nasser bis. Donc, si l'Algérien venait à partir, je pense que Milan devrait aller sur Belayan. Ensuite, pour Como, j'ai mis la révélation de la saison pour moi, en jeune, quoi. Nico Paz, plutôt, qui est vraiment pour moi exceptionnel. C'est l'élégance à l'état pur, ce joueur. Il est tellement fort. Ensuite, pour l'Udinese, c'est qu'en Cagliari, c'est compliqué de trouver un joueur qui sorte vraiment du lot. Ah, le disant pas, j'ai galéré aussi. Hein. J'ai mis Zemmoura. Parce que pour moi, c'est vraiment le piston par excellence, le chien de garde, le chien de chasse qui va te courir 10 km par match, qui va faire les retours, qui même si techniquement c'est pas ça, il va compenser avec son physique, avec sa pointe de vitesse, etc. Ensuite, pour le Genoa, j'aurais pu mettre Frendrup, mais j'avais pas de gardien remplaçant, du coup j'ai mis Leali, que je trouve très fort cette saison. On n'en parle pas beaucoup. Bah, t'as un penalty d'ailleurs de Sébastien Esposito. Ouais, de Esposito. L'éternel espoir. Même si cette saison, c'est pas mal. Et du coup, il te manque quel club? Le joueur de série B. Je vais faire poste par poste, comme ça je ne m'y perds pas. En gardien remplaçant, j'ai pris Filip Stankovic de Venise, où j'aurai un gardien remplaçant fiable au cas de si Provedel se blesse. Sur mes défenseurs centraux, j'ai pris Vasquez du Genoa, un très bon joueur d'ailleurs à gauche. Et j'ai pris Giacabbiol, de l'Udinese, parce que bon, c'est l'un des rares mecs, il n'y a rien qui à l'Udinese qu'on peut sortir dans cette liste. Sur mes pistons, alors là, c'est plus à vocation défensive, je vous le reconnais. J'espère que Dodo et Dorgu se pèteront pas beaucoup. J'ai pris sur le côté droit Birindelli, qui a d'ailleurs marqué contre la Juventus d'une belle reprise de volée. Et le côté gauche, ne m'insultez pas, j'ai rien fait, mais j'ai pris Pezzella de Empoli, parce que j'arrivais pas à trouver quelqu'un d'autre pour le côté gauche de plus décent. Et puis surtout, Empoli, mine de rien, j'avais d'autres cracks évidemment, mais j'ai gardé les cracks pour d'autres équipes. Après, Pezzella, il n'est pas mauvais non plus. Hein. Il fait le travail. Normalement, Dorgu ne doit pas se péter. Donc, techniquement, il fera le travail. T'as des latéraux titulaires bien plus éclatés que lui. Hein. Ouais. Heureusement, pour le moment, il ne faut pas prendre Kakache parce que bon, c'est pas sur la révélation de Serie A non plus. Milieu de terrain, j'ai pris Belayan et Nico Paz. Donc au moins, on a sur des joueurs aussi qui continuent dans cette tradition de joueurs très fiables techniquement.
Et pour mes deux attaquants, et c'est là notamment que je vais vous surprendre, j'ai pris Boni de Parme, parce qu'en numéro 9, je pense qu'à Parme, c'est plutôt pas mal. Et surtout, pour jouer dans ce rôle aussi de 9,5, qui est plutôt pas mal, j'ai pris Zito Luvumbo de Cagliari, que j'ai mis sur le mur notamment, et qui je pense est un joueur qui pourrait totalement finir dans un club comme le Torino, voire même la Fiorentina, dans un rôle un peu d'ailier droit. Je trouve que c'est quand même un bon joueur. Il n'est pas sur le crack du siècle évidemment, mais je trouve que c'est un bon joueur qui peut sortir du banc ou être titulaire dans un Torino. Et c'est un joueur qui a quand même une belle activité, qui marque quand même aussi quelques buts clutch pour Cagliari. Donc pour Cagliari, oui. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire avec notre ami Louvumbo. Pour moi, par contre, Louvumbo, d'ici 2 ans, il finit piston. Je ne sais pas pourquoi, mais. Cagliari Hein? Cagliari ou ailleurs? À Cagliari ou ailleurs. Enfin, avec une équipe qui joue avec des pistons, hauts, pour moi, il finit piston à ce poste-là. Le joueur de série B que tu as pris, j'ai pris Bertola. là, je t'ai un peu suivi dans une équipe qui fonctionne plutôt pas mal. Et tu m'avais demandé de densifier mon milieu de terrain athlétiquement. Eh bien, je t'écoute avec mon joueur de série B, puisque j'ai pris Torzvet de Sassuolo, qui avait déjà joué en Serie A et qui a ce côté de projection et qui a quand même aussi cette dimension physique, le norvégien. Voilà. Je vais pas me confondre avec le Danemark. Avec le norvégien, du coup, il y a cette dimension physique. Et ben, je te laisse terminer avec ton coach. Et ensuite, on refera notre 11 pour le représenter aux auditeurs. Quel coach as-tu choisi et pourquoi, Yoran? J'ai pris Gasperini. Parce que déjà, avec le système, ça colle bien. Pour moi, c'est vraiment le meilleur entraîneur italien dans la mesure où il te fait progresser. C'est l'essence même de l'entraîneur Gasperini. C'est-à-dire quelqu'un qui te fait progresser l'effectif, qui te dévoile de nouveaux talents, qui te corrige tes défauts. Ensuite, c'est quelqu'un qui peut s'adapter peu importe le contexte avec l'effectif qu'on lui donne. C'est quelqu'un qui ne néglige pas l'aspect préparatif. Ces équipes, même un Papou Gomez qui était à moitié obèse, un match sur 2, il pouvait te courir des 50, il pouvait te courir un marathon sur le terrain. C'est vraiment quelqu'un, vraiment un grand coach qui restera dans les mémoires du football italien, même si son palmarès est plutôt décevant, et plutôt limité, à part s'il va chercher le Scudetto cette saison. Ce que j'allais dire, pour le moment en tout cas, parce qu'il a quand même une Europa League à son compteur. Même si, alors on n'aura pas le temps évidemment de faire des pas parallèles, même si pour moi, l'Atalanta qu'il a maintenant est très forte, mais pour moi, je reste quand même avec son équipe de 2017-2019 qui pour moi, enfin 2018-2020 plutôt, pour moi c'est une Atalanta qui était peut-être pas meilleure, et encore ça se débat, peut-être pas meilleure que l'Atalanta qui a gagné l'Europa League, mais qui transmettait quelque chose que cette équipe de l'Atalanta actuellement ne me transmet pas. Enfin, ça ne transmet pas, mais me transmet moins en tout cas. Cette équipe, après, c'est pas un débat parallèle, mais pour moi, Sportiello ne déconne pas contre Marquinhos, il gagne la Ligue des Champions. Et du coup, toi, pour ton 3-5-2, je pense qu'on sait qui tu as pris. Je pense que le choix est évident, même si c'est vrai que cette notion d'alternative n'est pas classique dans son management, mais j'ai évidemment pris Simone Inzaghi. Et justement, j'ai pris des joueurs qui aussi peuvent être à l'aise avec Simone Inzaghi. Le joueur qui y correspond le plus, au-delà de Çalhanoğlu, parce qu'il l'a sous ses ordres actuellement, pour moi, c'est justement aussi pour ça que j'ai fait le choix de Vlahovic. C'est parce qu'il peut remettre en confiance Vlahovic et le faire revenir sur les bons rails. Donc c'est pour ça aussi, notamment, si j'avais pas pris Inzaghi, je le dis honnêtement, si j'avais pas fait cette compo et que j'avais pas pris Inzaghi, je ne pense pas que j'aurais mis Vlahovic en attaque, parce que les autres coachs peuvent faire progresser Vlahovic, mais peut-être qu'il n'y a pas ce même relationnel, notamment avec les attaquants, on voit où il arrive toujours à bien driver Lautaro Martinez et Marcus Thuram. Donc une des raisons de pourquoi j'ai mis Vlahovic dans mon 11 et pas un autre attaquant, et notamment c'est notamment Simone Inzaghi qui peut s'appuyer sur cette équipe avec ce Scudetto, cette finale de Ligue des Champions. Donc je pense que le choix s'impose de lui-même, Imran. Je pense pareil. Tu n'allais pas mettre Fonseca pour le mettre en confiance. Eh ben écoute, Imran, je te laisse redonner, donc on sait du coup que Gasperini est ton coach, je te laisse redonner une dernière fois le 4-3-1-2 de ton équipe pour conclure ce podcast. Alors, gardien de but de Rea, la défense à 4, Dorgu, Goglichidze, Buongiorno, Cambiaso,
Le milieu de terrain 3, Rovella, Fofana, Ricci. De Kettler en 10. Et la doublette devant Thuram, Castro. Avec entraîneur Gasperini. Et du coup, avec Simone Inzaghi en coach, j'ai pris le 3-5-2 avec Provedel dans la cage, Buongiorno en libéraux, Stéphane Posch en central droit, Saúl Coco en central gauche, piston gauche, Dorgu, piston droit, Dodo, milieu de terrain, Çalhanoğlu, Pellegrini, Reinders, et l'attaque composée de De Ketelaere et Dusan Vlahovic. Mine de rien, franchement, que ce soit ton équipe ou mon équipe, Imran, on a plutôt respecté, on a respecté le critère de un joueur par club, mais surtout on a fait une équipe plutôt compétitive qui peut se battre en tout cas pour surtout qui peut se battre pour des objectifs hauts en championnat, mais aussi en Ligue des Champions. Même si l'objectif, ça reste top 4. Hein, et il faut oublier que le bilan financier, c'est important, hein, parce que là, on achète Gogliashidze, mais on vend pour 300 millions avant. C'est ce que sinon, c'est pas... C'est ça. Dorgu partira cet été pour 35 millions d'euros 35 millions à Manchester United. Et il sera remplacé par Pezzella, en prêt avec option d'achat. C'est ça. Et on ira chercher évidemment en Série B un Josh Doig à Sassuolo. Exactement. Et Bertola en fin de contrat. On va avoir une gestion Série A. Je pense qu'on est d'accord tous les deux. En staff médical, on prend évidemment celui de l'Atalanta, qui semble très compétent. Qui fait pousser des ligaments à ses joueurs. C'est ça. Italiens. Voilà, Scalvini qui revient immédiatement après ses ligaments croisés. On n'est pas choqué. Hein. Robin Gosens qui a refusé de faire un test urinaire quand il était à l'Atalanta. Bon, à un moment donné. Évidemment, s'il y a les supporters de l'Atalanta qui regardent, on rigole, on rigole, évidemment, vous inquiétez pas, vous méritez. Voilà. Que ce soit moi ou lui, on préfère évidemment que vous gagnez le Scudetto plutôt que le club de l'autre. Merci Imran pour ce podcast. Moi aussi, je remercie de m'avoir invité. Et pour les abonnés, n'hésitez pas évidemment à faire votre 11 et à le mettre en commentaire sur Twitter, sur YouTube ou sur les différentes plateformes de podcast. Et nous, on se retrouve donc en 2025 pour un nouveau podcast. Ciao à tous. Ciao à tous.